Spartiate, bienvenue. On va faire un petit tour des actualités. Et j'ai mis en prime Coinbase. Et pour moi, une actualité très importante qui pourrait faire la diff et apporter l'adoption massive. Donc Coinbase qui lance un sorte d'exchange de trading, on va dire, mais international, donc en dehors des États-Unis, qui va permettre apparemment, regardez ça, de proposer des contrats perpétuels BTC et ETH, hein, réglés en USDC, avec un effet de levier jusqu'à x5 aux clients institutionnels dans les juridictions éligibles en dehors des États-Unis. Donc voilà, Coinbase qui s'internationalise, on va dire, en attendant voilà, que la réglementation et la régulation se fasse aux États-Unis. Coinbase, eux, qui s'adaptent et qui se démocratisent au monde. Donc, en tant qu'entreprise mondiale, nous travaillons dur pour aider à mettre à jour le système financier en créant des produits fiables qui élargissent l'utilité et l'adoption de la cryptographie. Car nous pensons que la technologie crypto et blockchain a la capacité d'accroître la liberté économique et les opportunités dans le monde. Espérons-le, on veut toujours plus de liberté économique. Donc voyons, voilà, là ils ont fait même un article. Enfin, c'est ça en fait, ça reprend ce site-là. Et donc voilà, hein, c'est intéressant. Là, c'est plus pour les perpétuels, le trading, tout ça. Pour les clients, je pense c'est pour je pense pas que c'est pour les particuliers. Je pense que c'est pour les entreprises. Est-ce qu'il y a marqué tac, tac, tac. Ouais, permettra aux utilisateurs institutionnels. Hein. Donc basés dans les juridictions éligibles en dehors des États-Unis. Les contrats à terme perpétuels représentaient près de 75% du volume mondial des transactions cryptographiques en 2022. Pardon. Donc, je suis enrhumé un peu. Le chaud-froid. Donc, pour les clients institutionnels, ça va débloquer beaucoup de fonds hein, pour Coinbase, beaucoup de bénéfices parce que les gens sont friands de ça, on va dire. Et là, pour le moment, c'est des perpétuels sur le BTC. Donc là, pour le moment, on traite le BTC et l'Ethereum en priorité. Et les transactions se font en USDC, donc le stablecoin de Circle. Et les clients institutionnels donc auront droit à un effet de levier jusqu'à x5. Bon, bah c'est déjà un bon produit là. Ça va se démocratiser à d'autres cryptos, tout ça. Mais c'est vraiment pas mal. Hein. Et ça, moi je pense que ça va le faire hein, pour Coinbase. Coinbase, ils ont on va dire, comment dire, cette capacité vraiment à simplifier les choses et à permettre l'adoption. Je sais pas comment ils font. En tout cas, tout est simple, tout est épuré. Et je pense que ils vont réussir. Pour moi, ils vont réussir leur coup là avec ce nouveau service. Donc on verra. Ça va voilà, s'étendre au monde. On verra quel pays adoptera ça, tout ça. Mais en tout cas, voilà. Un exchange international hein, basé sur le trading. Bah là, ils prennent la place carrément presque de FTX. Hein. On va voir. Mais Coinbase, là, peut rattraper son retard sur Binance, là, et s'imposer hein, comme le grand leader, on va dire maintenant. Voilà. En tant qu'exchange centralisé, en tout cas de CEX, on va dire CEX. Donc, Coinbase, moi, j'y crois, en tout cas, par rapport à ça, là. Après, voilà, c'est les clients institutionnels. Hein. On a déjà le Coinbase normal. Je peux vous montrer le site. Coinbase. En fait, c'est déjà un exchange de base qui permet aux particuliers voilà, d'investir, d'échanger le crypto. Donc pour nous, pour les particuliers, c'est ce service qu'on va utiliser. Mais maintenant, il y a Coinbase Exchange International. Là, c'est pour les institutionnels. Et croyez-moi, les institutionnels, là, vont bientôt tous entrer là, dans la crypto. Et justement, Coinbase, je pense, sera la porte d'entrée, en tout cas, pour tous ces institutions, pour toutes ces institutions-là. Là. Donc voilà, pas mal
Pas mal. Bonne initiative de Coinbase. Je pense que ça prendra. Là, vous voyez, hein, principalement Perpetual, Bitcoin et Ethereum. Ensuite, ça va se développer à d'autres cryptos. Mais principalement les deux principales cryptos du marché. Et on verra jusqu'à où ça ira là. Donc pas mal, pas mal. On a aussi un sondage de Coinbase, hein, directement de Coinbase, qui dit que 90% des institutionnels, justement, seraient plus confiants avec des règles claires. Et ça, c'est donc ça c'est la principale chose qui agace Coinbase, on va dire. C'est que le cadre réglementaire aux États-Unis prend énormément de retard et est très flou. Et Coinbase aimerait rapidement un cadre réglementaire pour accélérer l'adoption crypto. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de problèmes et tout ça. Et en ce moment, voilà, ça ne le fait pas. Et donc, Coinbase, en attendant, voilà, des business à l'étranger. Et donc, voilà, on en attendra par rapport à ça. Mais je pense qu'ils ont raison, hein. Je pense que la majorité des institutionnels attendent un cadre réglementaire clair et des régulations, des choses voilà, qui met par rapport à la sécurité, tout ça, face aux hacks et tout ça, avant voilà, de complètement se lancer. Et Coinbase le sait et a hâte que cette réglementation arrive pour faire son business, en fait, pour voilà, ouvrir les possibilités, on va dire. En attendant, business is business. Et là, on a Ark Invest, la célèbre investisseuse Cathie Wood. Et c'est Cathie Wood, hein, qui décide. Elle a acheté 8 millions de dollars d'actions de Coinbase à l'occasion de la Journée internationale du travail. Donc ça, la Journée internationale du travail, c'était hier. Et cette investisseuse voilà, qui est très client, on va dire, des actions technologiques ou futuristes, on va dire du futur, elle investit que dans ça. Et quand c'était monté très haut, tout le monde disait d'elle que c'était un génie ou une génie, je sais pas comment on dit ça. Et là, depuis, ça a sombré parce que lorsqu'il y a des problèmes sur les marchés, les investisseurs se débarrassent d'abord des actions à risque, des actions technologiques, tout ça. Et voilà. Et ces fonds-là, Ark, ont perdu beaucoup. Et donc, depuis, elle se fait critiquer tout ça. Et elle continue à investir. Elle sait, hein, que c'est les nouvelles technologies qui vont offrir le plus de rendement à l'avenir. Donc elle a juste à être patient. Il y a beaucoup de volatilité, mais elle sait que c'est ce qui va rapporter le plus à l'avenir. Donc elle a bien fait. Et là, à travers son fonds ETF qu'elle propose, hein, en bourse, elle a acheté des actions Coinbase. Donc tous ceux qui veulent s'exposer à ces fonds-là, au fonds Ark Invest, s'exposeront directement à Coinbase maintenant. Donc pour moi, c'est très malin de sa part, hein. Pour moi, Coinbase, c'est une des actions qui va le mieux performer en bourse. Si j'investissais en bourse, je pense que la première action que je prendrais, ce serait Coinbase. Donc là, elle achète du Coinbase. Pour moi, elle a tout compris. Coinbase qui est donc en bourse, hein. Maintenant, on va aller rapidement sur les marchés, hein, parce que là, demain, on aura la décision, quoique demain, aujourd'hui même, ce soir, on aura la décision des taux de la Fed. Et donc, les marchés qui sont très fébriles. Et on va voir là une contagion là, de faillite bancaire là, ou de chute d'actions en banque, tout ça. Et regardez, même en Europe, là, on va aller sur l'Europe tout à l'heure, mais tout est rouge, hein. Et même, pré-marché, là, maintenant, c'est en vert, là, mais on va voir que, normalement, tout est rouge, là. Donc, le Dow Jones qui chute de plus de 300 points, alors que les inquiétudes du secteur bancaire se ravivent avant la décision sur les taux de la Fed. Donc, juste avant la décision des taux ce soir, on a les banques qui chutent. Ça pourrait freiner, hein, l'envie de la Fed d'augmenter les taux de même seulement 25 points de base. Bon, je pense, moi, quand même qu'ils vont les augmenter, hein, de 25 points de base. Mais c'est le discours qui va suivre de Powell qui va être déterminant. Donc, je ne sais pas si je serai là. Moi, je bosse de 13h à 21h45, enfin 22h. Je ne sais pas si je pourrais sortir avant pour venir couvrir le discours de Powell aux alentours de 18-20h, là, par là. Impossible de dire.
Donc on verra si j'arrive assez tôt, je passerai ça en direct. Si c'est trop tard, bon bah je ferai une vidéo ensuite. Donc on verra en tout cas. Donc voilà, le Dow Jones hein, qui chute énormément à cause des actions bancaires. Et regardez ici, ça marque même de 500 points. Alors que les actions bancaires glissent. Donc on va voir ces actions bancaires là. Donc déjà, tous les principaux indices là sont à la chute, hein, comme je vous l'ai montré. Dow Jones, SP500, Nasdaq. Voilà, toutes les actions chutent. Regardez le SP500 VIX. Donc le VIX, c'est l'indice de la peur. Et regardez comment la peur a explosé ces dernières heures là. Donc, grosse peur sur les marchés, hein, juste avant la décision sur les taux américains. Donc on a principalement PacWest, donc c'est une banque, une action bancaire qui chute de plus de 20%, alors que les actions des banques régionales glissent de nouveau. Donc PacWest, voilà, ça s'appelle Pacific Western Bank, et la Pacific Western Bank qui a chuté de plus de 20%, de moins 27%. Maintenant, là, dans les pré-marchés, donc après la clôture des marchés, ça progresse de 3,82. Mais à ce jour-là, à la clôture, ça a clôturé de moins 27%. Donc là, j'avais sélectionné d'autres articles qui montraient qu'on était en baisse de 23%. Mais on est allé jusqu'à moins 27%. Hein. C'est énorme. Là, maintenant, après la clôture, là, ça revient un petit peu. Ça s'est remonté de plus 3%. Mais quand même, c'est une énorme chute. Hein. En bourse, normalement, ça chute pas. Il n'y a pas autant de volatilité. Vous voyez que il se passe vraiment quelque chose de spécial là. Donc, ouais, pas mal. Pas mal. On avance. Hein. Vous voyez, regardez, vous avez même Western Alliance. Donc, vous avez PacWest, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui a chuté complètement en bourse. Et là, à droite, vous avez Western Alliance Bank Corporation, vous voyez, qui chute également. Donc là, en ce moment, c'est la panique. La panique en bourse et les actions bancaires. La panique voilà, sur les banques hein, américaines. Vous avez une collection de banques là. Donc PacWest et Western Alliance sont les plus grosses pertes. Mais vous avez aussi Metropolitan Bank, Home Street, moins 15%, Zion Bank, moins 10%. Voilà, en bourse, c'est même 5%, c'est énorme en bourse. Hein. Donc là, et voilà, vous en avez qui dépassent les 20%. PacWest qui atteint les 30%. Donc voilà, hein, la panique est là. Et les investisseurs se débarrassent de leurs actions en banque parce qu'ils craignent le pire là. Parce que, en fait, les investisseurs anticipent que la Fed va continuer à augmenter ses taux et va rester agressif. Et va dire qu'ils vont maintenir les taux aussi élevés que possible, qu'ils ne s'arrêteront pas avant que... ils aient atteint les 2% d'inflation. Et comme on est à des niveaux, on va dire déjà très élevés, à 5% déjà, voilà, on sent que ça peut faire imploser le système bancaire. Donc franchement, en ce moment, les États-Unis sont sur un fil. En plus, qu'ils se font mater par les Chinois, là, qui sont en train de dédollariser le monde, là. Ça se passe très mal en ce moment, voilà. Regardez l'image, là. On sent que suffit d'ouvrir là la porte, là, et que toutes les assets montent. Tombe. En fait, c'est une image caricaturale là qui montre comment, voilà, regardez, c'est même traduit, je vous le traduis. Regarde en direct sur les banques régionales en ce moment. Donc voilà, on pourrait caricaturer ça avec cette image là. Il suffit qu'on ouvre ça et tout s'écroule. Vous voyez? Donc vraiment sur un fil, hein. Un fil total là. Donc même Money Radar hein, qui essaie de se manifester sur Twitter. Hey Twitter, vous pouvez pas ignorer ce tweet sans déconner. C'est un bain de sang sur les actions bancaires, sur les bancaires US. Je vous en parlais plus tôt cet après-midi. Vraiment, ça a évolué très vite. Hein. Donc vous voyez là les banques régionales. Vous avez une collection de banques là. Ici là, qui s'effondre complètement. Hein. C'est une catastrophe. Donc je vous le partage encore sur mon Twitter. Mais et ça pourrait. Hein. On a JP Morgan là qui a déclaré qu'ils ont sauvé hein, la First Republic Bank, donc la troisième plus grosse faillite bancaire de cette année. Mais JP Morgan a déclaré que, et Jamie Dimon a déclaré que on risquerait d'avoir d'autres banques qui viendraient à tomber. Donc voilà, la peur est là. Hein. La peur est là complètement sur les marchés en tout cas. Donc voilà, je vais vous montrer cette image. C'est pas que seulement le secteur des banques. Hein.
Vous avez les assurances, les crédits, les actions de crédit, tout ça. Voilà. Asset management. Donc, l'ensemble du système financier boursier est en train de chuter. Hein. Donc, voilà. Hein. Et donc, là, on a eu le sauvetage de la First Republic Bank par JP Morgan. Mais Mohamed El-Erian, un économiste très respecté aux États-Unis, dit que le sauvetage de la First Republic Bank aura des dommages collatéraux. Donc, voilà. Hein. Ça va impacter les autres. Et on l'a vu aujourd'hui. Hein, avec PacWest, avec Western Alliance, tout ça. Voilà. C'est critique. Hein. Très critique. Ici, on a un futur candidat présidentiel qui pourrait, peut-être, hein, bien que Joe Biden se représente, mais là, Joe Biden, il devra faire face à un autre démocrate, pour l'investiture démocrate en tout cas. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais là, ils ont dit c'est RFK Jr. Le candidat présidentiel américain déclare que l'effondrement bancaire est la pointe d'une méga crise économique. Donc là, pour eux, ça va encore plus loin. Donc tous ces crises-là, tous ces effondrements de banques-là, va provoquer justement une crise inimaginable qui va faire complètement sombrer les marchés boursiers, les choses comme ça. Donc apparemment, même d'après un président, là, d'après un candidat présidentiel, là, on serait à l'aube d'une crise majeure, économique majeure. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça, à terme, ça va faire les beaux jours du Bitcoin. Et des cryptos, c'est tout ce que je sais. On est dans un gigantesque Ponzi. Et là, on voit peut-être la fin. Est-ce que la bulle, ce système financier va totalement s'écrouler? Voyons voir. En tout cas, la peur est là en tout cas. On va voir si ça va arriver. En attendant, Apple qui cherche à se diversifier et à devenir une banque, bah, les affaires en tout cas pour Apple marchent bien. En collaboration avec une des banques prestigieuses, là, Goldman Sachs, Apple a engrangé plus d'1 milliard de dépôts en seulement 4 jours. Pour comparaison, c'est 1/5 de toute l'épargne totale disponible chez Boursorama. Donc déjà en quelques jours là, ils ont déjà réuni 1/5 de toute l'épargne de Boursorama. Donc Apple, bah, ça marche, hein, leur épargne là, à 4%. Ça couvre même pas encore l'inflation. Parce que je rappelle que l'inflation aux États-Unis est à 6%. Mais les gens se sont rués sur ça. Alors qu'il y a des affaires bien plus importantes. Hein. Le stacking en crypto peut rapporter jusqu'à 8 à 10%, voire plus. Ou investir même sur des actions, des altcoins, peut rapporter en tant que rendement bien plus que les 4%. Mais bon, 4,5%, ça reste quand même un peu plus élevé que ce qui est proposé, là, leur épargne là, à 2%, 3%. Là. Donc bon, les gens en tout cas préfèrent, investissent en tout cas sur le compte d'Apple là, à 4%. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, la question, c'est ce soir, la Fed va-t-elle signaler une pause imminente? Donc 3 banques dévoilent leurs prévisions. Donc la question, en fait, la hausse des 25 points de base là qu'on attend ce soir, bon, ça va encore mettre beaucoup de pression sur les marchés, mais les marchés attendent surtout le discours de Powell. C'est vraiment ça. En fait, les investisseurs cherchent à anticiper, à savoir où s'oriente la Fed, quels sont leurs plans pour savoir si les marchés vont s'écrouler ou les marchés vont exploser. Les traders du monde entier, les spéculateurs attendent ça avec impatience. Vous voyez? Et là, on a 3 banques qui qui donnent leur avis. Donc les analyses de TD Security, je crois que ça c'est une banque canadienne, hein, s'attendent comme la plupart à ce que la banque centrale américaine relève son taux de 25 points de base. Ça c'est la TD. Morgan Stanley, elle aussi indiqué qu'elle s'attendait à ce que la Fed augmente de 25 points de base, mais a prévenu qu'elle fournira sans doute aussi des indices en faveur d'une pause conditionnelle. Donc ça, c'est ce qu'on voudrait. Hein. La hausse des taux de 25 points de base, je pense qu'on est tous, je pense que tout le monde sait que la Fed va augmenter les taux de 25 points de base. Donc sur ça, je pense pas qu'on aura de la volatilité. Par contre, le fait que la Fed annonce une pause ou qu'elle continue à augmenter ses taux, ça peut impacter le marché. Donc tout dépend de ce que Powell va dire après la décision des taux là. Et là, on a les analyses de l'Australia à New Zealand
Donc là, c'est Nouvelle-Zélande et Australie, apparemment. Donc la zone d'Océanie, là, qui disent que leur prévision est d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base à 5,50, tout en précisant que le cycle de resserrement pourrait être sur le point de s'achever. Donc, apparemment, ils voient tous qu'on augmente de 25 points de base, mais qu'après, la Fed va annoncer une pause. Donc, on verra. Mais attention, ça, c'est des discours risqués. Hein, parce que si la Fed n'annonce pas les 25 points, n'annonce pas la pause dans la foulée, ça pourrait énormément décevoir le marché et faire sombrer les marchés. Hein. Donc ça, ces prévisions-là, c'est un peu... voilà, ça peut décevoir. Donc c'est très risqué. Hein. Ce soir, pardon, ça risque de secouer. On a plusieurs législateurs qui exhortent Powell à arrêter la hausse des taux d'intérêt. Donc voilà, il y en a qui supplient même Powell d'arrêter la hausse des taux. Hein. On verra s'il le fera ou pas. Mais en tout cas, s'il annonce une pause ou une fin de hausse des taux, je peux vous dire que les marchés là vont vraiment prendre ça de manière positive et je pense, vont exploser à la hausse et être dans le vert. Maintenant, voilà, hein, Powell est face à un dilemme. Hein. Face à un dilemme, voilà. Soit il arrête d'augmenter les taux à gauche, là, no rate hike. Soit il arrête d'augmenter les taux, il appuie sur le bouton à gauche et il arrête d'augmenter les taux. Et l'inflation risque de continuer à être fort et même repartir à la hausse. Ou soit il appuie sur le bouton à droite et il augmente encore les taux de 25 points de base. Et c'est les banques qui s'effondrent. Donc vous voyez que, en fait, c'est un jeu d'équilibriste là très risqué pour Powell. Donc nous, la plupart, les marchés s'attendent à ce qu'il appuie sur le bouton à droite. Donc il va augmenter les taux de 25 points de base. Et donc ça risque de faire encore, de provoquer encore d'autres hécatombes bancaires. Mais c'est mieux pour Powell, en fait, la principale mission de la Fed, c'est d'avoir une inflation maîtrisée. Donc il n'a pas le choix. Il va devoir continuer à augmenter les taux, voilà, et là, de 25 points de base, et au risque de faire chuter et de faire tomber les banques. Après, bon, je pense qu'ils ont accepté ça. Je pense que c'est pas très grave que les petites banques régionales tombent si elles sont ensuite, dans un second temps, rachetées. Je pense que c'est dans leur agenda, on va dire, qu'il reste que de gros acteurs bancaires. Voilà, il y a plusieurs bruits de couloir qui disent que c'est ce qu'ils cherchent à faire aussi. Et après que les banques chutent, bah, eux, ils peuvent intervenir derrière. Alors que l'inflation, qui n'est pas maîtrisée, ça peut être une catastrophe. Mais le fait que les banques chutent, bah, eux, ils sont derrière et ils renflouent. Et quand ils renflouent, ils débloquent de l'argent. Et quand ils débloquent de l'argent, ça dévalue le dollar et ça fait exploser les cryptos. Donc, dans tous les cas, c'est une bonne chose pour le Bitcoin, hein, et les cryptos. Donc, tout est bon en tout cas pour les investisseurs, en tout cas en crypto. Par contre, dans les actions boursières et tout ça, là, dans un premier temps, ça peut faire chuter les actions boursières. Et les États-Unis, eux, en plus de tout ce bourbier-là, ce problème-là d'inflation, voilà, de faillite bancaire, on a en plus les États-Unis qui ont atteint le plafond de la dette et qui cherchent à augmenter le plafond une énième fois pour éviter un défaut de paiement. Et là, Yellen, là, qui travaille sur ça, là, prévient que les USA pourraient afficher un défaut de paiement dès le 1er juin. Ils ont déjà atteint le plafond. Et là, ils cherchent à augmenter. Ils ont déjà débloqué des fonds de 1500 milliards là pour augmenter pour le taux d'emprunt, tout ça encore plus. Mais, pardon, ils essayent. Voilà, ils veulent encore augmenter le plafond de la dette à plus de 31 000 milliards, 31 400 milliards là pour pouvoir continuer à imprimer de l'argent et à débloquer des fonds exceptionnels. Voilà. Donc on va voir. Mais si ça suit l'historique, normalement, ils devraient encore augmenter le plafond de la dette. Hein. Ils font... en fait, tout ça, c'est du cinéma pour faire croire que, oui, les Américains ne veulent plus s'endetter. En gros, vous allez voir que, comme d'habitude, normalement, ils devraient augmenter le plafond de la dette et ainsi de suite. Là. Ils font juste leur cinéma avant, comme d'habitude. Là. Donc,
comme on l'a vu, tout ça c'était tout à l'heure, hein, les contrats à terme, donc c'est les négociations après la fermeture des marchés, sur les actions chutent légèrement alors que les investisseurs anticipent la décision sur les taux de la Fed. Donc voilà, la crainte, on sait que la Fed va certainement encore augmenter les taux, donc ça risque de faire chuter les actions bancaires et donc c'est pour ça que les contrats à terme sur les actions, donc les actions en bourse là, après la fermeture des marchés là, sont en train de chuter parce que les investisseurs anticipent une nouvelle hausse des taux qui va faire chuter encore les banques là et donc faire chuter les actions en bourse. Donc vous voyez là, c'est très risqué, hein. L'Europe, elle aussi, finit dans le rouge. La dette américaine et les taux pèsent. Donc vous voyez, ce qui se passe aux États-Unis impacte non seulement l'Europe, mais le reste du monde. Pour le moment, le dollar est encore tout puissant, même si le monde est en train de faire ce qu'il faut pour se dédollariser. C'est quand même les États-Unis qui dominent le marché mondial. Avec les accords de Bretton Woods, ils ont décidé que tout se basait par rapport au dollar. Vous voyez, le dollar et les États-Unis sont la place de la finance mondiale et le dollar est l'actif, la devise qui maîtrise, domine le monde. Donc voilà, ça pèse. Ce qui se passe aux États-Unis pèse sur l'ensemble du monde en fait. Donc voilà, l'inflation dans la zone euro s'accélère. Quelle suite pour la BCE? Donc vous voyez que même en Europe, l'inflation continue d'être forte. Donc la BCE va continuer à augmenter ses taux de manière un peu plus agressive que la Fed et d'augmenter certainement de 50 points de base pour essayer de freiner cette inflation. Et ça va aussi faire mal aux acteurs bancaires en Europe aussi. Et moi, je pense à la Deutsche Bank, à toutes les grandes institutions bancaires là, en Europe. Il va continuer à y avoir des secousses, hein. Donc voilà, hein, c'est comme ça. Donc voilà une image aussi caricaturale. La First Republic Bank là, qui vient de sombrer mais qui a été rachetée par le JP Morgan. Regardez le camion juste devant. Buy Bitcoin. Voilà le message. Par rapport à ce Ponzi bancaire là, acheter du Bitcoin. Et justement, on va venir rapidement sur le Bitcoin et je vais vous laisser là. Donc on est quasiment à une demi-heure déjà de vidéo. Donc l'annonce des banques en chute libre provoque encore une fois une ruée des investisseurs vers l'or et le Bitcoin. Vous avez même le célèbre Robert Kiyosaki qui a écrit le livre très célèbre Père riche, Père pauvre, qui réveille les consciences et qui apprend aux gens l'investissement, enfin les actifs et les passifs. En gros, il nous apprend comment on pense pauvre, alors que les riches, eux, achètent des actifs et comment ils deviennent riches. Et lui, Robert Kiyosaki, il dit depuis longtemps que lui, il va acheter de l'or et du Bitcoin face à cette crise bancaire, tout ça là. Et donc, mauvaise news pour l'économie, mais good news pour les cryptos. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Un bon nettoyage des instituts tradis, c'est pas si mauvais. Bitcoin is future. Donc voilà, hein. Quand les actions bancaires chutent, le Bitcoin lui monte. On a eu un nouvel exemple encore aujourd'hui, hein. Le statut de monnaie de réserve internationale du dollar s'érode rapidement. L'heure du Bitcoin se rapproche. Donc je vous le dis, hein, le Bitcoin va sortir gagnant de tout ça là. Tout ce qui est cette panique, tout ce système financier là, de Ponzi là, le système financier mis en place là, voilà, ça va finir par imploser un jour. Et là, ils sont en difficulté. Et en tout cas, ça va profiter au Bitcoin là. Donc en attendant les cryptos, voilà, il y a beaucoup de volatilité. Mais vous avez vu que ça s'est bien repris là depuis le début de l'année. Mais là, on a bien rechuté. Et là, voilà, ça se reprend un peu. Donc non, là, c'est plus, ça, c'est plus du court terme. Ça, voilà, ça range. On va dire ça range. Pour le moment, les cryptos ont repris un peu de vert. Mais voilà, on est aux 28 000. Hein, 28 600 pour le Bitcoin. Voilà, ça reste quand même aux alentours des 30 000. Voilà, ça tient, on va dire. Ça tient. On attend les annonces de la Fed, les choses comme ça. Malheureusement, le Bitcoin, c'est l'anti-système, normalement. Et c'est la vision de Satoshi Nakamoto, voilà, c'est se décorréler du système financier, du système monétaire américain. Mais le problème, c'est que ceux qui détiennent les cryptos, les baleines, les choses comme ça, tous les investisseurs, moi, vous, tout le monde, en fait, on est des traders, des spéculateurs, pour la plupart. Et on est exposé à la politique monétaire américaine. Et tous les investisseurs, les gens les plus riches, connaissent la finance et observent ce qui se passe sur les marchés et se défendent ou achètent par rapport à ça.
Et malheureusement, nous, on est très exposés à ce qui se passe dans le système financier. Hein. Parce que le Bitcoin, c'est l'anti-système. Et le Bitcoin, c'est corrélé à la finance. Et la finance, là, quand on regarde la finance, ça se passe mal. Et donc, voilà, ceux qui détiennent ces actifs-là vendent et se protègent. Et voilà, et ont peur. Hein, parce que le Bitcoin, ça reste encore, pour le moment, un actif à risque. Hein. On ne sait pas voilà, ce qu'est le futur. Et donc, voilà. Dès qu'il y a de la panique, les gens se débarrassent encore du Bitcoin, l'Ethereum, les cryptos, voilà. Donc il y a beaucoup de volatilité et on attend la réponse de ce soir. En tout cas, sur le long terme, voilà, hein, regardez bien, vous avez des yeux pour voir et regardez ça. Donc on voit bien que si le Bitcoin refait exactement la même chose en 2015, je crois, ou 2019, je pense... alors, attendez. Ça, c'était quand? Ouais, c'était en 2020-2021. Ouais, donc là, il y a 2-3 ans, là, il y a 3 ans. Si on fait la même chose, là, on casse ce triangle. Vous voyez? Et ben, on peut vite exploser. Et regardez ce qui se passe ici, là. En fait, regardez. Là, on est au reste. Premier reste, là. On est à ce niveau-là, là. Comme en 2015. Vous voyez? Enfin, ici, là. On est ici actuellement. Si on fait comme en 2020, pardon... on pourrait encore aller chercher plus haut avant de corriger. Et moi, c'est ce que je pense qu'on va faire. On va venir... Ah, là, ils disent même on risque... Bon, après, on peut pas... Ça se trouve, on va pas faire du tout la même chose. Hein, au vu de ce qui se passe là dans la macroéconomie. Mais c'est peut-être un chart qui mérite d'être... voilà. Et là, on montrait jusqu'au 76K. Donc, on dépasserait notre ancien TH pour recorriger au niveau des 55 000, 53, 50 000, avant de réexploser ensuite. Bon, ça, c'est très bullish. Il peut tout se passer. Hein. Franchement, le marché va prendre, en tout cas, va surprendre comme d'habitude. Donc, si on ne s'attend pas à ça, c'est ce qui peut arriver, justement. Donc, on verra, en tout cas. C'est une possibilité. Une possibilité. Je vais garder ça près de moi pour observer, voilà, me donner des perspectives. Donc, on s'approche de la fin du live. Hein. Encore un ou deux charts, là. On va regarder tout ça. Donc là, on est dans un rebond. Et en trading, on connaît ça. Hein. Là, on pourrait faire un rebond là et aller très haut. Donc c'est ce qu'on est en train de faire là, de manière reculée. On a eu les trois, vous voyez, les trois trucs en bas là, les trois courbes bleues là. Et on connaît ça, vous voyez. Quand on a les trois should and shoulders là, head and shoulders là, voilà. Et ensuite, on vient ensuite casser ça, buter dessus et repartir. C'est une situation... en trading qu'on connaît très bien et c'est ce que le Bitcoin est en train de faire. Donc normalement là, ce qui nous attendrait, c'est qu'on rebondisse sur ce support là, à 27 000 là, avant d'exploser à la hausse là. Donc on verra. On verra, mais c'est très pertinent ça. Notez bien que le hash rate du Bitcoin là, donc voilà, le fait que tous les mineurs font tourner leur GPU, tout ça, ça crée une puissance de calcul qu'on appelle le hash rate. Et le hash rate là est en train d'exploser et a dépassé son ATH. Hein. Enfin, on a un nouvel ATH pour le hash rate. Donc, le réseau du Bitcoin là tourne à plein régime là. On est en bas des records d'ATH là. Donc, le Bitcoin est utilisé. Hein, voilà. Et il y a des transactions en Bitcoin. Et ça, c'est bon signe ça. Je partage ça. Donc, très très bon signe. Ensuite, dans le reste des actualités, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui est peut-être le futur président des États-Unis, hein, après Trump peut-être, c'est un républicain comme Trump. Lui, il s'engage à interdire les CBDC, donc les monnaies numériques des banques centrales, dans l'État. Et déclare que le gouvernement n'aime pas la cryptographie, car elle ne peut pas être contrôlée. Donc voilà, lui-même, il est pour le crypto. Et ce qui est bien... c'est que tous les prochains candidats, là, hormis Trump et Biden, enfin, Trump un peu plus que Biden, enfin, les deux laissent couler un peu par rapport aux cryptos. Mais en tout cas, pour ce qui est de Ron DeSantis, bon, je ne sais pas s'il il va laisser Trump se présenter pour 2024. Je ne pense pas qu'il va gêner Trump. Je pense qu'il passera après Trump. Mais lui, il est très pro-crypto. Et l'autre Robert Kennedy, là, l'autre qui se présente aussi, en tant que démocrate pour la prochaine présidentielle, lui aussi il est très pro-crypto. Donc en tout cas, pour l'autre génération là, un peu plus basse là, des présidents américains, ils sont friands de crypto. Donc il se pourrait que à l'avenir, en tout cas, les États-Unis rattrapent leur retard en tout cas concernant les cryptos. En tout cas, avec Ron DeSantis là, ça semble bien parti.
Après, je pense qu'il va laisser Trump se représenter là. Il va pas faire de vagues par rapport à Trump. Donc voilà, on a fini un peu les vidéos. Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, possède des NFT. Donc ça, c'est une grosse nouvelle. Donc l'homme, c'est actuellement l'homme le plus riche du monde, hein, le PDG d'LVMH. Bernard Arnault, là, qui possède des NFT. Donc vous voyez que il est, voilà, il est dans le business. Hein. Confirmation de la collection numérique d'Arnault. Il fait même du business. Hein. Il fait du business en plus. Je crois que c'est cette collection-là, peut-être. Ouais, Frédéric Arnault. Donc, je sais pas c'est qui. Peut-être le fils ou je sais pas. Signe de changement d'attitude. Bon, ça pourrait faire rentrer LVMH et toutes ces marques, les marques LVMH, dans l'univers des cryptos à travers les NFT. Donc, très très bonne nouvelle. Hein. Bernard Arnault, fan de NFT, dans une entrevue avec l'ex-conseiller du PDG du groupe LVMH, il a été relevé que celui-ci possède une page d'OpenSea. Vous voyez? Donc énorme, hein. Que l'homme le plus riche du monde s'intéresse aux NFT, tout ça. Il fait du business. Il a l'éducation financière. Hein. Il n'est pas arrivé à ce niveau-là, l'homme le plus riche du monde actuellement. Il se fera certainement dépasser par Elon Musk quand les marchés boursiers et voilà, l'économie repartira. Mais actuellement, c'est l'homme le plus riche du monde grâce à la stabilité financière de LVMH. Et lui, c'est un investisseur. Il connaît tous les rouages de la finance. Hein. Si c'est l'homme le plus riche du monde, c'est qu'il a l'éducation par rapport à ça. Et il fait du business. Il sait que les cryptos, c'est le futur. Il est très conscient de tout ça. Et voilà, il trade sur les NFT. Il se fait ses petits business à gauche, à droite. Hein. C'est un businessman et lui, il se fait de l'argent. Vous voyez? Donc voilà, par rapport à ça. Ah, la nouvelle aussi, ça, je l'avais oublié. Mais justement, cette fameuse législation là que même Coinbase, voilà, je vous ai montré en début de live, que Coinbase là attend. Bah, la législation sur la crypto-monnaie sera présentée à la Chambre des États-Unis d'ici 2 mois. Donc pendant l'été, là, on va avoir une législation américaine. Donc on attend vraiment cette annonce-là. Parce que c'est quand même les États-Unis. Hein. Ils leads un peu le marché mondial, même des cryptos, tout ça là. Et donc on attend qu'ils mettent en place tout ça pour permettre aux États et aux institutions de rentrer à fond sur ça là. Donc voilà. Regardez, hein. Je vous montre. Ça, c'est une vidéo de Bitcoin 5 à 7 transactions par seconde. Ethereum, 24 transactions par seconde. Visa encore plus loin, 16 000 transactions par seconde. Et Kaspa, ma crypto, 35 000 transactions par seconde. Donc, grâce au DAG, Kaspa apporte une nouvelle fluidité, en tout cas au marché. Et en plus, Kaspa a la sécurité, la décentralisation avec le consensus Nakamoto. C'est mon pari. On verra. En tout cas. Et le PDG de Kaspa, donc, Kaspa, il n'y a personne derrière le projet. Hein. Il n'y a pas de prémine, pas d'ICO. C'est comme Bitcoin. Il n'y a personne, mais celui qui a créé le projet Kaspa, Jonathan Sampolinsky, voilà, qui dit que, comme l'explique ce monsieur, donc l'objectif principal est de réaliser la vision peer-to-peer Electronic Cash de Satoshi. Donc voilà, la même vision que le Bitcoin. Hein. Créer un système de paiement, voilà, peer-to-peer comme Bitcoin. Et Kaspa est bien plus moderne, utilise les dernières technologies, le DAG, mais pas le DAG, c'est un nouveau DAG, hein, le bloc DAG, maintenant ils appellent ça le DAG Knight. C'est la dernière version évoluée du DAG Knight. Par exemple, le meilleur langage de programmation ou d'écriture, c'est Rust. On a Solidity, mais Rust, c'est vraiment adapté hein, pour la parallélisation, tout ça. Et voilà, Kaspa mixe tout ça, on va dire. Donc voilà, par rapport à tout ça, je termine par Kaspa. On se retrouve, hein. Je vais sortir plusieurs vidéos là. Donc si vous avez aimé, bah voilà, on est ensemble les amis. Passez une bonne journée. Et moi, je vais là, en fait, je suis en pleine nuit. Hein, il est 2 h du mat. C'est pour ça que vous m'entendiez peut-être bailler, les choses comme ça. J'enregistre et là, je vais mettre que la vidéo sorte tout à l'heure à 8 h du matin. Et je vais faire encore 2 autres enregistrements là. Donc voilà, je bosse même de nuit là. Et ensuite, demain j'irai au boulot vers 14 h. Mais là, je bosse de nuit vu que j'ai pas trop le temps.
Donc voilà. Quand je dis bosser, c'est une passion. Hein. Voilà, le fait de bosser, on va dire, c'est bah, le partage. Voilà, de mettre ça sur YouTube, c'est plus ça. Parler de crypto, par contre, pour moi, c'est pas bosser. C'est vraiment une passion. Parler de finance, tout ça. Voilà, j'adore ça. Le fait de bosser, c'est de partager ça sur YouTube et faire ce travail-là de, voilà, de partage, là, on va dire. Mais en tout cas, tout ça, j'adore ça. Hein. Je baigne dedans même. Donc les amis, je vous laisse là. Légionnaire, force à nous. Hein. C'est journée très volatile hein, ce soir. Faites attention. Ramasser les miettes, soyez en mode renard. Il y aura de la volatilité. Hein. Et la volatilité ça va pas s'arrêter à ce soir. Hein. Même après-demain, on a d'autres chiffres importants US. Donc voilà, on va continuer hein, sur tout ça là. Donc les amis, force à nous. Hein. Faites attention à vous. Portez-vous bien en attendant. Hein. Allez, à plus.